Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Percoff dans tous ses états. Lydia Kirous, bonjour. Bonjour André. Lydia, alors vous avez fait l'auteur de Allègre, La République aussi. Vous avez publié ensuite, ça y est, Je suis Marianne, absolument, en 2016. Et là, alors, l'impression que vous avez, je vais commencer par vous provoquer. Mais il n'y a que ça qui est intéressant. Vous savez bien, avec vous, on peut toujours, parce que vous êtes intelligente et que vous avez la répartie. Bon, merci. J'ai reçu ici même, à votre place, il y a quelques jours, Alexandre Mandel, qui a écrit un livre qui s'appelle Partition. Et vous dites, alors dans votre bouquin, et vous posez tous les problèmes, on va en parler, et vous dites, voilà, moi je suis de plus en plus inquiète par l'avancée, effectivement, de l'islamisme radical, que ce soit sur le plan culturel, des écoles, des femmes, et le voile, etc., etc. Et vous avez des gens comme lui qui disent, oui, mais la guerre est perdue. Ils ont gagné, c'est-à-dire qu'il y aura des territoires perdus de la République, comme beaucoup l'ont dit. Eh bien, la France va s'accommoder d'un certain nombre de territoires qui n'appartiendront plus à la République, mais à la charia. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que certains, ou pas? Je connais bien Alexandre Mandel, j'ai échangé avec lui à ce sujet. Oui, je suis assez pessimiste. Mais je partage son point de vue. D'ailleurs, dans le livre, je dis que des territoires perdus de la République, nous sommes passés aux territoires cédés par la République. Puisqu'il y a quelques années, nous avions encore quelques excuses, nous ignorions encore le danger de l'islamisme, la véritable l'emprise des islamistes, des frères musulmans dans ces quartiers. Le degré du totalitarisme. Voilà. Aujourd'hui, nous avons toutes les informations et la République ne réagit pas. Donc, ce sont des territoires qui sont cédés. Effectivement, vous avez des villes comme Trappes, une bonne partie du département de la Seine-Saint-Denis, mais vraiment dans l'ensemble du territoire français où les villes sont régies par les islamistes. Et ce que j'évoque également dans le livre, c'est l'infiltration des islamistes dans les milieux de pouvoir, que sont les partis politiques, mais également les municipalités au niveau local, dans les rédactions de certains journaux également. Et tout cela participe à mettre en place en France une forme de société parallèle, où les lois de la République sont rejetées, méprisées, et où il y a un sentiment de supériorité qui domine parce que ces personnes sont dans la pratique d'un islam rigoriste en rejet complet de la République française. Et ça a été d'ailleurs démontré par l'étude de l'Institut Montaigne, qui disait que ma génération était de plus en plus radicalisée et en rejet complet des valeurs de la République. Et il parlait quand même d'une population de 30% des musulmans. On est quand même autour de 1,7 million de personnes. Mais est-ce que vous ne peignez pas peut-être un peu trop le tableau en noir? Parce que, effectivement, Alexandre Mandel le dit, vous le dites ça n'a rien à voir avec l'islam, réveillons-nous face à l'islamisme, réveillez-vous. Mais on a l'impression que quand on vous écoute, et ce que vous dites effectivement, c'est difficilement contestable sur le plan des faits et je dirais de l'appréciation, mais on a l'impression qu'on dit ça très bien et après tout le monde se rendort ou tout le monde dit bon ben voilà, mais il n'y a rien d'autre à faire. Et quand je dis est-ce que ce n'est pas trop par noir, est-ce que quand même les limites ne se trouvent pas d'elles-mêmes? Vous pensez que s'il n'y a pas volonté sur ce réveil, ça va aller encore beaucoup plus loin? Bien sûr. Alors, je ne ferai jamais partie des aveugles volontaires ou des islamophiles béats, ces naïfs qui sont finalement les nouveaux collabos, la bien-pensance, les bien-pensants. Vous pensez à qui? Toute cette élite politique qui ne veut pas voir le problème en face, qui veut surtout pas le traiter pour ne pas être traité d'islamophobe. Tous ces journalistes qui sont dans une forme de béatitude face à l'islam politique et qui n'hésitent pas à inviter leur porte-parole. Voilà, je pense à toutes ces personnes qui refusent de traiter le sujet, qui mettent ça sous le tapis parce qu'il ne faut pas stigmatiser, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam et annoncer systématiquement après chaque attentat qu'on veut pas regarder le problème en face. Or, nous sommes dans une situation très critique et moi, je crains que la France se dirige doucement vers des années noires comme celles qui ont été en Algérie pendant plus de 10 ans. Je rappelle quand même qu'il y a une jeune fille qui a été égorgée alors qu'elle attendait son TGV et que sa cousine de 21 ans a été
été poignardés par un islamiste. Alors, Vous parlez de la gare Saint-Charles, bien à sûr. Marseille. Oui. Alors on met du temps avant de dire que c'est des islamistes parce qu'on prend toutes les précautions de langage, mais le mal est là, la gangrène est là, et Daesh est sur notre territoire depuis un bon moment. Et ceux qu'on appelle les revenants, à mon avis, sont des bombes à retardement. Et la génération qui vient est une bombe à retardement également. Oui, mais alors écoutez, Lydia Guirous, ça fait quand même maintenant, on va pas remonter à Khaled Kelkal, mais Mohamed Merah, ça fait quand même quelques années. Oui. On va pas tout citer, Nice, Saint-Étienne-de-Rouvray, le Bataclan, Charonne, etc. Mais comment vous expliquez qu'en fait, voilà, vous faites un constat avec votre livre, effectivement. Je fais des propositions aussi. Oui, non, mais justement, on va en parler des propositions. Mais qu'est-ce qui fait que c'est quoi? C'est de la lâcheté, Oui. c'est de l'abandon. Qu'est-ce qui fait que non seulement les autorités, mais en général les gens, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont mettre des fleurs, ils vont chanter John Lennon, ils vont mettre des bougies. Vous n'aurez pas ma haine, etc. Oui, etc. c'est tout ce que je rejette. Je pense qu'on ne fait pas la guerre aux islamistes. Les islamistes nous ont déclaré la guerre parce qu'ils nous haïssent, ils veulent notre destruction, ils veulent nous anéantir. On ne leur fait pas la guerre avec des bouquets de fleurs et des bières à la terrasse des cafés. Quand on fait la guerre, on se donne les moyens de la faire. Et aujourd'hui, en France, on n'est pas prêt. On n'est pas armé politiquement, on n'est pas armé moralement, on n'est pas armé en termes de matériel aussi pour leur mener la guerre. Et je crois qu'il faut aussi rompre avec cette idéologie de la tolérance à tout prix, parce que lorsqu'on oppose la tolérance à des gens qui ne sont qu'intolérants, c'est l'intolérance qui finit par gagner. Et on le voit bien qu'aujourd'hui, on va doucement, on se dirige vers une défaite, une véritable défaite. Et face aux islamistes qui, eux, ne cèdent absolument rien et qui ne font que suivre ce qui est indiqué dans le Coran, malheureusement. Dans le Coran, il écrit « anéantir les mécréants jusqu'au dernier ». Donc, c'est pour ça que j'appelle aussi à une réforme du Coran. Alors justement, pour on va parler à délégitimer. la refondation du Coran. Vous savez que, alors je voudrais parler d'abord, avant d'aborder cette refondation, vous parlez beaucoup des musulmans, vous dites c'est aux musulmans de prendre la tête du combat, les musulmans dits modérés ou etc. Et en fait, vous dites ça, vous appelez ça, mais en même temps, vous êtes un peu sceptique sur ce réveil ou ce combat-là. Or, il y a les tas de musulmans, et vous le dites vous-même, qui n'ont rien à voir avec l'islamisme, qui n'ont rien à voir avec l'intégrisme, et ils sont la majorité, enfin en tout cas des millions. Mais le silence aujourd'hui ne peut plus être une option pour les Français de confession musulmane. Il y a énormément de Français de confession musulmane qui sont modérés, qui posent aucun problème, qui sont totalement intégrés, voire assimilés. Mais aujourd'hui, le silence ne peut plus être une option puisqu'il devient, à mon sens, une complicité. Et j'appelle à un réveil de leur part parce que je crois qu'on attend, afin d'arriver vers ce fameux vivre ensemble et arriver vers une société plus apaisée, on attend de leur part une expression plus forte de rejet de tout ce qui est en train de se produire. Et dans les quartiers, il est vrai que certains sont protégés. Or, si vous êtes dans les quartiers, les familles qui sont radicalisées, les individus qui se radicalisent, on sait exactement qui ils sont. Et il y a une forme d'omerta qui domine. Et moi, donc, j'appelle ceux qui vivent dans les quartiers qui sont modérés à aider les autorités, à aider les forces de l'ordre pour pouvoir un peu mettre fin à cette omerta. Et il est vrai aussi que j'aimerais qu'on réforme le Coran pour le délester de sa partie violente, misogyne, antisémite, homophobe, parce qu'il y a des passages qui sont quand même atroces et il faut avoir le courage de le regarder en face et de le traiter. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé quand même? On en a parlé ici, dans Berkov, tous ces États sur Sud Radio. Vous savez qu'Abdel El-Sisi, le président égyptien, a fait quelque chose de très connu. Ça a été sur Internet, où il a appelé les oulémas d'Al-Azhar, la grande académie musulmane, de dire, écoutez, il faut réinterpréter. Et il faut travailler à une refondation, ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre. Et plus récemment, même si c'est une déclaration, le prince Salman d'Arabie Saoudite, le nouveau roi d'Arabie Saoudite, il dit il est temps de changer, d'arrêter tout cela. Est-ce que pour vous, ce sont des signes encourageants? Ce sont des signes encourageants et en même temps... je me dis que ces autorités-là, ces hommes qui ont quand même autorité, ne sont pas entendus parce qu'il n'y a strictement rien eu depuis. Donc cet appel que je lance à la réforme, je me dis que c'est aussi une forme de test de la volonté des autorités musulmanes de véritablement rentrer dans le XXIe siècle et de véritablement aller vers un islam des Lumières. Alors est-ce qu'en France ils en seront capables? Est-ce qu'au niveau européen, je pense que ça peut être aussi au niveau européen pour parce que inspirer c'est pas le un problème monde. Français, c'est un problème c'est au niveau européen, général. que j'appelle une forme de conclave au niveau européen
européens, des autorités musulmanes. Oui, vous appelez presque une encyclique Rerum Novarum, mais vous dites oui. vous-même, le problème, il n'y a pas de pape en islam, il n'y a pas d'autorité religieuse Oui, mais il y a quand même des imams qui ont autorité, qui peuvent se réunir. Et vous savez qu'il y a une organisation des frères musulmans, qui est une organisation de la charia, qui veut donner des règles de conduite. Un conseil européen de la charia existe, avec Ghanouchi à sa tête, qui veut dicter les règles de conduite aux musulmans qui vivent... Oui, l'islamiste tunisien. Aux musulmans qui vivent en Europe. Pourquoi nous n'aurions pas en face une autorité musulmane européenne qui appelle à plus d'intégration, de respect des pays dans lesquels les musulmans vivent, de liberté, d'esprit critique, d'égalité homme-femme. Voilà, c'est toutes ces valeurs sur lesquelles cet islam-là doit se fonder et auxquelles l'islam aujourd'hui est hermétique. Mais tout le problème, Lydia Guirous, vous posez le problème effectivement et courageusement. Le problème, c'est que est-ce que ce n'est pas les 12 travaux d'Hercule? Mais bien sûr, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se désespérer, se décourager. Mais le problème, c'est encore une fois la religion face, et c'est vieux comme le monde. Effectivement, la France et l'Europe ont mis des siècles à arriver, vous le savez, à la laïcité. Vous savez très bien qu'était la France catholique du Moyen-Âge et autres. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas que des bonnes choses, mais enfin, il y avait l'Inquisition, il y avait énormément... C'est-à-dire que quand la religion était forte, qu'elle soit catholique ou autre, elle prend le pouvoir, elle domine. Aujourd'hui, l'islam, en tout cas les pays musulmans, certains pays musulmans sont là-dedans. Mais est-ce que, à ce moment-là, et nous sommes, vous le savez très bien, entre l'armée, entre guillemets, laïque, je parle de ces pays là-bas, et puis les islamistes. Bon, comment sortir de ce cercle infernal? Et on a l'impression que vous avez, vous et d'autres, enfin, il y a Kamel Daoud, il y a pas mal de gens qui quand même font, comme vous, le combat. Comment sortir, et c'est ça qu'on ne voit pas, en appelant, comment sortir, comment faire, je dirais, masse. Comment faire en toute masse? Qu'il y ait plus de gens, qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait... qu'on sente vraiment... on a vu quelques petits trucs. Vous avez, enfin, l'imam Chalgoumi, mais l'imam Chalgoumi est rejeté, hélas, par tout le monde. Enfin, Il faut un mouvement, comme ce qui a été le cas en Occident, qui viennent, à mon sens, des intellectuels, qui auront un rôle clé dans cette révolution. En fait, c'est une forme de révolution culturelle et intellectuelle qui doit frapper le monde musulman. Une révolution émancipatrice. Donc les intellectuels et la bourgeoisie éclairée a un rôle qui doit être central pour pouvoir diffuser dans le peuple, souvent un peuple malheureusement dans ces pays-là qui n'est pas très éduqué. On fait tout pour ne pas l'éduquer d'ailleurs. Et on fait tout pour ne pas l'éduquer, diffuser ces idées d'émancipation, de liberté, d'égalité homme-femme. Donc ça se fera aussi de cette manière-là. Après, je sais bien que c'est utopique d'appeler une réforme du Coran, mais des utopies, il y en a eu tellement. Sans utopie, les femmes n'auraient jamais eu le droit de vote. Sans utopie, la laïcité n'aurait jamais existé. Sans utopie, pas de droit syndical. Donc l'utopie peut aussi amener à faire avancer les choses. Et je crois que les femmes auront un rôle aussi central et primordial parce que c'est elles qui sont les premières opprimées. Oui, c'est vous elles dites qu'on dans votre livre enferme. que c'est les femmes qui vont être à l'avant, Voilà. aux avant-postes du combat. Je pense, et c'est le cas d'ailleurs. Regardez ce mercredi sans voile en Iran avec les femmes qui refusent de se voiler, ces jeunes femmes qui régulièrement en Arabie Saoudite défient les autorités pour rejeter le voile. Et j'aimerais qu'en France, toutes ces jeunes filles qui sont ultra gâtées et protégées par la République et qui viennent nous dire que leur liberté, c'est de porter le niqab, la burqa ou le voile, soient un petit peu solidaires de leurs sœurs qui sont dans les pays musulmans, qui sont opprimées, qui n'ont pas le droit de faire 1 centimètre sans un chaperon masculin. Et on a vu, quand il y a eu la libération de Raqqa et d'autres villes, sûr, comment elles c'est la étaient première heureuses chose quand d'enlever, vous donnez la possibilité le aux femmes d'être sans voile, elles retirent ce voile. C'est un vêtement d'oppression et je rêve de cette révolution-là. Alors, Lydia Guirous, on va parler quand même d'un événement d'actualité. Vous êtes française, vous êtes d'origine musulmane, enfin... C'est pas une origine, la religion. Disons française et musulmane de confession, voilà. Mais revenons. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette campagne? J'aimerais vraiment votre sentiment sur balance ton porc, MeToo, ces hommes qui sont sur le harcèlement, cette campagne qui depuis 1 semaine, 10 jours. Qu'est-ce que vous en pensez? La libération de la parole, oui, c'est une bonne chose. Quand les faits sont réels, avérés, éprouvés. J'espère que
toutes ces personnes qui ont le harcèlement sexuel existent, hein. Ça, c'est évident, et c'est souvent les femmes les plus vulnérables qui sont les premières victimes de harcèlement sexuel. Mais j'ai été très gênée, voilà, que des noms soient jetés comme ça sur la place publique. Ouais, contre la délation. Je suis contre la délation. J'espère que la justice fera son travail et qu'il y aura des preuves probantes. Et je regrette le côté un petit peu politiquement correct de Balance ton port, parce que Balance ton port est accepté lorsqu'il s'agit d'hommes blancs dominants, mais lorsqu'il s'agit de la chapelle Pajol, là on dit que c'est discriminant, stigmatisant. Merci beaucoup Lydia Guirous, ça n'a rien à voir avec l'islam. Pas l'islamisme, réveillons-nous, réveillez-vous. Et merci à vous André Berkoff. Dans quelques instants, les clés d'une vie, Jacques Pessis, avec la romancière Laura Trompette. À tout de suite sur Sud Radio.